Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous. Je vais vous demander de vous installer très vite, que nous puissions démarrer. Donc nous allons poursuivre la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Petite information, hier nous avons donc examiné 143 amendements environ donc sur 7 heures. Voilà. Donc il nous reste actuellement 533 amendements à examiner. Et comme nous n'avions pas fini hier soir au sujet de la taxe sur l'alcool, on reprend là-dessus. Allez, on y va et je donne tout de suite la parole à Madame Josso. Merci Madame la Présidente. Alors, mon amendement a pour but de signifier déjà dans un premier temps que l'obésité est croissante en France. Elle touche 17% des adultes et un enfant sur 5. Au niveau des politiques publiques, on a une approche essentiellement curative. Et mon amendement consiste à vous proposer de diminuer la consommation de boissons sucrées en renchérissant leurs coûts. Très bien, merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. On commence avec un amendement qui est important parce qu'il parle d'obésité et c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans notre société et dont il faut absolument s'occuper. Alors votre amendement, il concerne une assiette assez fermée puisqu'il concerne les sodas particulièrement. Et il serait probablement intéressant de l'élargir, cette assiette. Probablement qu'un travail de notre commission serait intéressant sur le sujet. Donc moi, je peux que vous proposer à retirer cet amendement qui est fermé, qui est sur une assiette trop petite, à mon sens. Donc un avis défavorable si vous le laissez, et plutôt qu'on puisse et que vous puissiez travailler en commission, dans notre commission, sur ce sujet. Madame la députée. Oui, merci Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que voilà, j'ai bien entendu votre volonté de faire quelque chose, mais dites-nous voilà, comment on pourrait aller plus loin et vraiment s'occuper sérieusement de ce sujet de prévention voilà, qui est pour l'instant trop lacunaire. Madame la rapporteure. Hier, quand on a parlé des taxes comportementales, et puis il y en a d'autres qui arrivent dans les suites de M. Cyril Isaac-Sibille, on a dit que notre commission, il serait intéressant qu'elle s'empare de ce sujet de prévention. Ensuite, c'est un travail que nous devons faire transpartisan, voilà. Ouais, de manière assez globale, à mon avis, pour pouvoir avoir des mesures qui soient réellement efficaces et qui touchent leur but lors des prochains PLFSS éventuellement. Très bien. Madame la députée, vous le maintenez, vous le retirez au regard de l'explication de Madame Donc, au regard de l'explication et des engagements qui demandent à être concrétisés, oui, je le retire. Très bien. Je vous remercie, Madame la députée. Amendement suivant, Monsieur Isaac-Sibille. Merci, Madame la Présidente. Donc là, il ne s'agit pas d'un amendement concernant les taxes. Les taxes, c'est très compliqué, dans le sens où la question de savoir quel taux on met de taxes, sur quel produit, c'est très compliqué. Là, mon amendement, il parle d'un prix minimum de vente. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne va pas taxer un produit, on va pas taxer des bières, on ne va pas taxer un produit, mais par contre, on exige d'avoir un produit minimum de vente. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les bières alcoolisées supérieures à 11 degrés sont un produit marketing de la part de certains industriels pour alcooliser notre jeunesse. Je rappelle effectivement que ces bières sont souvent vendues en 50 cc, supérieures à 11 degrés, dans le seul but, c'est de rendre dépendant la jeunesse à l'alcool. En disant ça, j'ai une petite pensée pour Axel Kahn, dans le sens où on a eu ce combat commun pendant plusieurs années. Donc là, cet amendement, il est simple. Il est dit, grosso modo, par rapport à des produits particuliers, qui sont des bières supérieures à 11 degrés, bières qui ont pour but d'alcooliser, avec une cible qui est uniquement la jeunesse, qui est vendue effectivement dans des canettes supérieures à 50 cc. Donc, grosso modo, c'est pour alcooliser les jeunes.
grosso modo, c'est pour imposer un prix minimum, donc on ne parle pas de taxes, hein, que ces industriels fassent des profits, bon leur en face, que l'État taxe ou pas, ce n'est pas le problème, mais qu'il y a un prix minimum de vente pour éviter que les jeunes s'adressent à ces produits. Donc les deux amendements sont un petit peu similaires. L'un est général, l'autre, effectivement, s'adresse à un public encore plus particulier, qui est effectivement les histoires des happy hours, où grosso modo, là, pareil, c'est purement du marketing. Hein. Lors d'happy hour, on alcoolise les jeunes et on fait un prix réduit sur ces produits de bières alcoolisées. Donc là, on ne parle pas de taxes, on parle uniquement de prix. Dire que, grosso modo, Merci. que les débits de boissons, ou généralement, vous savez comment ça se passe? Monsieur le député, vous C'est- avez 2 minutes pour défendre c'est vos amendements. Les Si tout le monde stations-service, les déborde, supermarchés qui vendent ça, eh bien, grosso modo, qu'on interdise. J'ai 2 amendements, donc je défends les deux en même temps, et donc j'ai droit à 4 minutes, Madame la Présidente, si vous me le permettez. Je Si vous vous le permettez permets. que je défende. Non, mais c'est quelque chose qui est très simple. Hein, le public, c'est la jeunesse. Le but, c'est d'éviter l'alcoolisation. Et le but, c'est de ne pas taxer. Donc, on ne parle pas de taxes, c'est d'imposer un prix minimum de vente. Je rappelle que l'Écosse a fait ce type de mesures avec des résultats qui sont très positifs pour éviter d'alcooliser la jeunesse. Donc, Madame la rapporteure, j'entends bien qu'on peut continuer à travailler en intergroupe, c'est très bien. Qu'on peut réfléchir au PLFSS l'année prochaine, c'est très bien. Mais ça serait une mesure directe, simple, qui ne fait pas intervenir Bercy par rapport aux taxes, qui est simple pour éviter l'alcoolisation des jeunes avec un marketing puissant de ces industriels. Je vous remercie. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 2 amendements? Oui, l'objet de vos amendements, je vous rejoins complètement sur l'objet. Je crois néanmoins que ce travail qui nécessite aussi de voir par rapport aux règles européennes est nécessaire et de le prendre dans son ensemble. On en sortira, à mon avis, que plus efficacement. Donc pour les mêmes raisons, je donne un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure générale. Vous me parlez des règles européennes. Les règles européennes, effectivement, concernent les taxes. Là, il ne s'agit pas de taxes. Donc, il n'y a pas de règles européennes. Il n'y a pas de règles européennes. C'est uniquement un prix minimal de vente. Donc, c'est très simple. Merci bien. Très bien. Madame Rousseau, puis Madame... Oui, Madame la Présidente, juste pour dire que nous voterons cet amendement, puisque c'est un amendement de bon sens qui permet de protéger la santé des jeunes. Et en l'occurrence, en effet, ces produits sont des produits marketing qui visent une cible très particulière et qui sont dangereux pour notre communauté. Donc, nous voterons l'amendement. Très bien. Monsieur Gued. Avant Madame Melin. Oui, merci Madame la Présidente. Notre groupe votera très volontiers cet amendement parce que le problème de l'alcoolisation des jeunes, particulièrement par ce biais extrêmement ciblé, monsieur, vous l'avez parfaitement défini, est quelque chose qui est très systématique et très, comment dirais-je, et très téléguidé, si j'ose dire. Et donc, l'alcoolisation des jeunes est un véritable fléau et débouchera bien entendu, arrivé à un certain moment, sur un alcoolisme chronique avec une addiction dont on sait tous qu'elle est très difficile à éradiquer. Pour ce qui est, j'ai entendu Madame la rapporteure, mais que vous parliez de l'Europe. En l'occurrence, Monsieur Sibyl a parfaitement expliqué que ce n'était pas sur les taxes. Mais s'il y a bien un domaine qui est hyper régalien, c'est celui de la protection des jeunes. Et là, pour le coup, l'Europe n'a strictement rien à y voir. Il s'agit d'une responsabilité franco-française nationale. Très bien. La parole est à Monsieur Guedj. Oui, Madame la Présidente, nous soutiendrons également cet amendement. Alors, il se focalise sur la vente des bières à fort degré d'alcool, mais plus largement, il pose le débat ici de la question du prix minimum de la vente d'alcool. Il faut savoir que c'est une revendication de tous les acteurs de la santé publique. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. L'Écosse, en effet, a été capable de la mettre en place depuis 2018. Et si elle est parvenue à le faire face à tous les producteurs de whisky de ce petit et beau pays, nous devrions pouvoir le faire ici. J'ajoute que chez nous, au-delà de l'OMS, l'INSERM, dans une expertise collective de juin 2021, a formulé cette recommandation du prix minimum pour l'alcool comme étant un des facteurs, un peu sur le modèle de ce qui a été fait sur le tabac,
de dissuasion de la consommation d'alcool, avec une estimation économétrique qui dit qu'une augmentation de 10%, enfin une taxe de cette nature de 10%, permet une baisse de 4 à 5% de la consommation d'alcool, ce qui serait en soi un facteur de santé publique absolument déterminant. Donc j'entends bien l'argument qui nous dit les taxes comportementales ou les mesures, même si ce n'est pas une taxe comportementale, ce n'est pas le lieu du PLFSS pour le faire. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de support juridique récurrent et régulier pour pouvoir avancer sur ce type de recommandations. Et donc, de la même manière que les propositions faites hier sur les bières aromatisées, nous nous invitons collectivement ici à poser le jalon, à envoyer ce signal, y compris au gouvernement, pour dire nous souhaitons travailler sur la question des ajustements comportementaux pour s'en prendre à ce fléau. On a beaucoup parlé du tabac, 78 000 morts, mais l'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité évitable, 49 000 morts. Et le risque notamment chez les jeunes, on en a beaucoup parlé, binge drinking et sécurité routière, évidemment, 30% des causes de mortalité routière chez les jeunes, c'est l'alcool. Très bien. La parole est à Madame Thévenot. Oui, pardon. Moi, j'entends tout à fait votre démarche et je pense qu'on la partage tous ici. Prévenir et protéger notre jeunesse et même plus largement, j'ai envie de dire, puisque le sujet des happy hours, en réalité, touche plus largement l'ensemble de la population. En revanche, je vais rejoindre ce qui a été dit juste avant sur l'amendement précédent. Je pense que sur un sujet aussi sensible et important, l'enjeu pour nous est d'avoir une démarche globale sur l'ensemble des sujets liés à l'alcool, puisque je crois qu'hier aussi, il y avait des amendements sur les bières sucrées ou aromatisé exactement. Là, on revoit effectivement le sujet des happy hours. Il y avait avant l'amendement de Madame Josso. Je pense que l'enjeu ici n'est pas d'avoir plein de petites actions en silo, mais bien une démarche globale, comme cela peut être fait, excusez-moi du parallèle, mais avec le tabac en réalité. Et on voit que quand on a une démarche globale, on y arrive réellement avec des objectifs chiffrés et des résultats qui sont très clairement mis sur la table. Notamment le ministre Gabriel Attal l'avait dit, ce n'est pas repoussé, mais c'est peut-être avoir une démarche plus globale et du coup plus audible, parce que je ne suis pas sûre, encore une fois, moi l'enjeu est d'être ouvert sur le sujet, je pense qu'on partage tous, mais est-ce que simplement augmenter les prix empêcheront les jeunes d'aller faire des happy hours, empêcheront les jeunes d'aller consommer? Mais oui, mais vous le faites là, pas de manière globale, que sur certains alcools. Donc attendez, je pense que l'enjeu, on n'est pas en train de se disputer, juste de débattre. Donc, je ne sais pas, le sujet que je pense être peut-être plus adéquat sur ça, c'est d'avoir une vision globale sur l'ensemble des sujets liés à l'alcool. Très bien. La parole est à Monsieur Ruffin. Oui. Merci, Monsieur Civil, d'apporter dans le débat cette question de l'alcool chez les jeunes. Donc, à la fois, on est favorable à cet amendement, et pour ma part, j'éprouve toujours une limite quand c'est par des impôts sur la consommation, quand même, à l'arrivée, que ça se traduit. C'est-à-dire, il y a des porte-monnaies dans lesquels ça va peser fortement, et d'autres dans lesquels ça va peser moins fortement. Donc, même si je suis favorable à cet amendement, mais évidemment, il y a la question à se poser en amont de comment on régule le marketing indirect, notamment sur un certain nombre de marques. Et ça, c'est comment on interdit ce marketing indirect sur ces marques-là. Et évidemment, ça ne doit pas se limiter à augmenter les prix, qui fait que pour certains porte-monnaies, ça sera insensible, et quand pour d'autres, ça pèsera très fortement. Très bien. Donc, je mets aux voix l'amendement 1121 tout d'abord, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'amendement suivant, le 1122, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Madame Mella. Oui, je vais défendre deux amendements qui vont dans le même sens. Un premier qui correspond, mais peut-être je le ferai après discussion. Le premier serait de taxer plus fortement les jeux en ligne, toujours au motif de l'addiction. L'addiction en tant que telle qui peut fragiliser tant au plan psychologique qu'évidemment au plan financier.
mais dont on sait aussi que ces addictions peuvent avoir des effets secondaires en cascade avec des impacts sur le budget de la sécurité sociale, comme la dépression, l'alcoolisme, la violence, la prise de risque physique. Donc, pour contribuer de manière significative au budget de la sécurité sociale et à correspondre à l'augmentation des utilisateurs usagers de plateformes de paris en ligne, le secteur du jeu d'argent en ligne doit, selon nous, être mis plus fortement à contribution. Très bien, Madame la députée. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Un avis défavorable sur les deux amendements, Madame la Présidente. Très bien. Donc déjà sur le premier amendement, le 809, donc défavorable. Madame Mélin, vous le maintenez? Très bien, Madame la députée. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Mélin, le 812? Le 812 est un amendement qui me tient beaucoup à cœur, je vous le dis tout de suite. Alors après, vous me ferez toute la peine du monde en ne le votant pas, mais je tenais à le présenter. Il s'agit de taxer l'industrie pornographique au regard des enfants. Et là, que ce soit bien clair, c'est un sujet particulièrement grave, mes chers collègues, si vous le permettez, qui est la pornographie, non pas qui utilise les enfants, mais la pornographie à laquelle les enfants sont confrontés. J'avais été très choquée, il y a plus d'une dizaine d'années, par une étude de pédopsychiatres parisiens qui expliquait que le premier visionnage d'une vidéo pornographique par des enfants de moins de 10 ans équivalait à un viol. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Autour de vous, vous entendez des tas d'exemples, tous plus choquants les uns que les autres. Et l'autre jour, nous avons le témoignage d'un juge spécialisé qui nous expliquait que des enfants de moins de 10 ans étaient amenés à citer des actes pornographiques ou au moins des actes sexuels profondément réservés aux adultes et demander à leurs petites copines de bien vouloir les reproduire sur eux. Je vous laisse les penser à ce à quoi ça peut correspondre. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons absolument pas continuer de laisser cette situation. Et nous savons aussi que malgré les parents qui veillent au grain, on sait que cela ne peut pas être supporté plus longtemps. J'ajoute encore que cette pornographie, qui est donc souvent involontaire, déclenche des comportements négatifs dans la sexualité, c'est ce que nous disent les jeunes après, leur donnant des complexes. 44% des jeunes ayant eu des rapports sexuels tentent de reproduire des pratiques telles qu'ils ont vues dans les vidéos pornographiques, et tout cela débouche sur un traitement de la femme bien souvent de manière inappropriée, avec une objectivation du corps humain. Donc c'est pour ça que nous vous proposons de relever ou de créer, je ne sais jusqu'à quel point on peut arriver à relever ces taxes, pour permettre d'éviter un phénomène qui est un phénomène gravissime. Merci de votre écoute. Merci, Madame la députée. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, c'est un sujet particulièrement important, comme vous l'avez dit. Je vous rejoins vraiment sur cet enjeu. Il y a des actions actuellement judiciaires pour essayer de déterminer l'âge, les âges, des actions aussi de prévention qui doivent être vraiment développées sur ce sujet. Je ne suis vraiment pas sûre que acter là d'un prélèvement sur les bénéfices des plateformes change vraiment quelque chose. Donc pour ça, je suis défavorable, même si je pense qu'il faudra éventuellement en reparler, mais il faut que tous travaillent sur l'action judiciaire, les déterminants, de déterminer les âges et les éléments qu'on peut retrouver autour. Tout l'environnement est important avant de faire une mesure qui, à mon avis, ne serait pas forcément efficace. Très bien. Madame Thévenoud? Oui, je vais rejoindre Madame la rapporteure. Madame, chers collègues, je vous rejoins dans votre combat. Effectivement, nous devons prévenir, nous devons protéger. Et il n'y a pas de débat sur cela. Je partage tout à fait les chiffres que vous venez d'annoncer. En revanche, malheureusement, taxer ne fait pas l'alpha et l'oméga d'une politique de prévention ou d'une politique de protection. Je pense qu'il y a deux sujets à avoir sur ça. Non, mais encore une fois, il y a deux sujets à avoir sur ça. D'une,
effectivement voir peut-être la régulation sur la déclaration de majorité quand on a accès à ce genre de sites, puisqu'ils sont accessibles, mais également aussi un enjeu de justice, parce que effectivement, ça engendre des faits de violence extrêmement graves, et notamment des violences à l'encontre des jeunes filles, à l'encontre des femmes. Et donc, c'est pour ça que là aussi, nous devons continuer à agir sur la justice, avec notamment l'augmentation du budget de 8% de la justice. Je pense vraiment que ce sujet doit être pris en compte, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'objet de ce texte-là. Très bien. Madame Rousseau, vous avez la parole. L'accès des mineurs à la pornographie est un sujet suffisamment important pour qu'on ne puisse pas le résoudre juste avec une taxe. Et en l'occurrence, il y a à réfléchir sur cet accès libre et gratuit à la pornographie et à l'interdiction, en fait, que les enfants voient ça quand ils sont mineurs. Et donc, ça passe en effet par la vérification de leur âge de manière bien plus systématique. Et d'une manière générale, je pense que ça pose la question de la pornographie gratuite, compte tenu des révélations qui ont été faites dans les procès récents, dans les instructions récentes qui ont été dévoilées par la presse. Et donc la taxe ne résoudra en rien en fait l'accès des enfants à cette pornographie, qui est un problème de santé indéniablement, qui est un problème de violence faite aux femmes indéniablement, mais qu'on ne pourra pas résoudre juste avec une taxe. Très bien, Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement nous donne l'occasion de parler d'un vrai problème, mais je ne suis pas sûr que l'amendement apporte une bonne réponse à ce vrai problème. Il y a des initiatives qui sont portées, notamment dans d'autres pays, je pense de l'autre côté de la Manche, pour justement faire un contrôle de l'âge, un contrôle véritable de l'âge, pour pouvoir accéder à ce type de site. Et donc je pense qu'il y a tout un travail à mener de manière à imaginer un système identique pour le contrôle de l'accès. Là, ça sera beaucoup plus efficace que les taxes, parce que les taxes n'éviteront pas l'accès. Mais ça mérite qu'on y travaille, Madame la Présidente, à mon avis, avec les commissions compétentes, qui ne sont peut-être pas celles-ci. Très bien, Monsieur le député. Monsieur Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, mes propos seront en résonance avec ce qu'on vient d'entendre. C'est un sujet assez grave, en fait. J'entends l'intention de notre collègue, mais la taxation, malheureusement, ne résoudra rien, Madame. Le sujet, c'est l'accès à ces sites. Comment, demain, on va faire en sorte que ces jeunes enfants, parce qu'ils sont toujours plus jeunes, n'aient plus accès à ces sites? Comment, demain, on va responsabiliser les éditeurs de sites? Vous savez, il y a déjà eu des débats ici même sur d'autres questions liées à la diffusion sur Internet. On s'est aperçu que ce n'était pas un débat si simple que cela. Et en tout cas, je pense que c'est là où il y a une action à porter. Peut-être qu'un jour, dans le cadre de notre commission, Madame la Présidente, je ne sais pas, mais il faudra y réfléchir parce que le phénomène s'aggrave. Et l'âge auquel ces jeunes sont impactés à ces questions, eh bien, diminue régulièrement. Donc, c'est un sujet auquel nous sommes confrontés, mais la taxe, malheureusement, n'apportera pas de réponse. Très bien. Madame la députée, vous le maintenez au regard de ce qui vient d'être dit, en sachant effectivement que c'est un vrai sujet et que la Commission devrait se pencher de manière globale sur cette problématique? Écoutez, si Madame la rapporteure me donne des engagements disant que nous... Parce que le débat s'est ouvert. Bien entendu, cet amendement était destiné à ça, c'était à ouvrir le débat. Si je pouvais être rassurée sur le fait que nous ayons des garanties sur un vrai débat, sachant que cet amendement demandant des taxes, j'entends bien, mes chers collègues, évidemment, ça va rien résoudre. Il s'agit d'un empire financier et ce n'est pas quelques taxes qui changeront quoi que ce soit. Pour autant, c'était l'occasion d'avoir quelques rentrées pour la sécurité sociale. Mais pour finir mon propos, si j'ai des engagements de suite à ce dossier, je pourrais éventuellement retirer cet amendement. Très bien. La présidente que je suis, je vais essayer de vous répondre. En fait, c'est une vraie problématique, mais qui ne concerne pas que la commission des affaires sociales. En fait, ça concerne aussi des problématiques de justice. Ça concerne donc la commission des lois, la commission aussi éducation et affaires culturelles. Donc, c'est un vrai sujet. On peut effectivement essayer de voir comment on peut travailler entre commissions sur ce sujet-là. Voilà. Moi, en tout cas, en tant que présidente, je m'engage là-dessus, mais je ne peux pas me répondre pour mes collègues. Écoutez, je vais me permettre de retirer l'amendement et je tiens à vos propos, Madame. Je salue, Madame la députée, votre initiative et donc on s'engage à travailler sur ce sujet. Je vous remercie, le débat était quand même, je tiens à vous le dire, très intéressant. Sur ce, Madame Mélin, vous avez à nouveau la parole pour l'amendement
Non, non, elle l'a retiré, pardon. C'est moi, je l'ai gardé en plus. Je pensais que c'était un troisième amendement. Non, non, c'est Monsieur Bazin qui a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. On change totalement de sujet. Moi, je vais vous parler des répartiteurs. C'est ceux qui assurent l'approvisionnement des 22 000 pharmacies sur l'ensemble du territoire avec des missions de service public, avec des exigences de stock et de délai de livraison. On a eu une trajectoire très problématique sur le précédent quinquennat avec des déficits qui pourraient avoisiner 100 millions d'euros. Il y a eu un gros travail qui a été fait. On a eu des échanges, je pense au rapporteur général de l'époque, Thomas Mesnier, et puis d'autres. Des mesures ont été prises, elles vont dans le bon sens. Marge améliorée en 2020, baisse de la contribution sur la vente en gros en 2021, complément de rémunération sur certains produits d'intérêt thérapeutique majeur en avril 2022. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi je reviens à mon amendement par rapport à ça? Parce qu'en fait... parce que... Avouez, monsieur Bazin. Non, je suis très sérieux. C'est qu'on pensait être arrivé, j'allais dire, à l'équilibre. Mais en fait, le constat, c'est qu'elles sont encore en difficulté. À peu près 17 millions d'euros de déficit. C'est moins pire que les 100 millions, mais c'est quand même là. Mais surtout, on est sur des activités qui sont grandes consommatrices à la fois d'essence et d'électricité pour refroidir les médicaments, ce qui a un impact par rapport à ça. Au total, on chiffre l'impact de l'inflation pour ce secteur à 43 millions d'euros. 43 plus 17, on voit bien qu'on est à 60 millions, ce qui est un peu dommage parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Donc moi, je vous fais deux propositions. La première, qui est le premier amendement, c'est de réduire à 1% au lieu de 1,5% la contribution sur les ventes en gros, ce qui permettrait un gain de 50 à 55 millions pour ne pas fragiliser le secteur. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Alors, comme mon collègue l'année dernière, parce que c'est des amendements qui reviennent régulièrement, vous l'avez dit en plus dans votre présentation, et beaucoup de mesures ont été prises, donc ça sera un avis défavorable pour les deux amendements. Prononcer, Madame la rapporteure, sur les deux amendements? Oui. Vous aviez défendu les deux, monsieur? Non. Non. C'est pour ça que je... Mais non, parce voilà. Alors, je pense que le deuxième amendement, Madame la rapporteure générale, mérite d'être regardé, parce que c'est un mixte, en fait. Sur la contribution sur la vente en gros, on la passe non pas à 1, mais à 1,2, ce qui permettrait un gain de 30 millions. Et de l'autre côté, on joue sur la marge avec une augmentation du plafond à 37,5, ce qui permettrait un gain aussi de 37 millions d'euros. En fait, en modifiant un peu la rémunération sur ce qu'on appelle la distribution des produits un peu chers, c'est ceux qui demandent une manutention un peu spécifique, notamment sur la chaîne du froid. Je vous dis ça parce qu'ils n'ont pas de latitude aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir sur leur prix et leur marge. C'est totalement régulé. Et donc, il faut qu'on regarde quand même cette difficulté qu'ils ont et qui n'était pas prévue, parce que objectivement, et je tiens à le souligner, les mesures qui avaient été prises sur le précédent quinquennat permettaient normalement d'arriver à l'équilibre. Sauf que là, moi, je tire la sonnette d'alarme, c'est qu'en fait, on a une difficulté liée à l'inflation, liée à leur activité, et une difficulté liée aussi sur les derniers éléments. Donc je pense qu'il faut qu'on refasse un travail dessus pour actualiser. Et je pense que la deuxième proposition, si vous ne voulez pas du premier amendement, peut-être que le deuxième pourrait passer. Madame la rapporteure, sur l'amendement de repli. Je vous propose pour l'année prochaine d'essayer de passer un 10. Non, sérieusement, les raisons évoquées dans l'amendement précédent permettent d'être défavorables aussi dans celui-là. Très bien. Pour les mêmes raisons, donc, Madame la rapporteure émet également un avis défavorable sur cet amendement. Donc, je mets aux voix l'amendement 943 qui a... Madame Melin, oui, vous voulez intervenir, Madame la députée? Très rapidement, c'est possible? Oui, oui, allez-y. Oui, pour souligner le rôle des répartiteurs. Depuis déjà pas mal de temps, et dans le cadre de la pénurie de médicaments, qui est quand même un phénomène qui a plus d'une dizaine d'années, les répartiteurs ont vraiment été ceux qui ont permis d'aider, comme toute la chaîne de valeur du médicament, mais ils ont particulièrement aidé à limiter les pénuries par leurs actions. Et aujourd'hui, effectivement, comme d'autres, ils sont pris dans la tourmente toujours des pénuries et de l'inflation. Et je crois que s'il y a un maillon de la chaîne
dite de valeur du médicament. C'est du moment où la matière première est fabriquée jusqu'au moment où vous pouvez aller la chercher en boîte à la pharmacie. Je crois que les répartiteurs ont un rôle particulier qu'il faut absolument aider. Donc, à moins que l'amendement ne soit retiré, nous voterons ces 2 amendements. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement, l'amendement 943, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 968, même avis, même vote. Très bien. Rejeté. Monsieur Bazin, pour le 901, vous avez la parole. Là, on change encore de sujet. C'est vrai que après cet article 8, on traite de sujets très différents. Là, je veux attirer votre attention sur les médicaments dérivés du sang. Vous savez, et je crois que notre commission auditionnera prochainement l'établissement français du sang. On a l'EFS. Bon, ils ont des problématiques parce que le Ségur de la santé n'est pas applicable chez eux. Ils ont un problème d'attractivité sur notamment les infirmières. Et ils ont aussi des difficultés pour améliorer leur collecte de plasma, pour notamment le fractionnement qui permet de fabriquer les immunoglobulines. Aujourd'hui, elles sont à 80%, je crois, nord-américaines. Donc, en plus, dans des conditions d'éthique qui ne sont pas exactement les nôtres, puisque nous, on a quand même une éthique à la française sur la collecte du sang qui peut être à notre honneur et qui fait la fierté de notre pays. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a un enjeu, c'est de pouvoir être plus attractif sur ces médicaments dérivés du sang. C'est pourquoi le présent amendement vise à exonérer l'ensemble de ces médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d'affaires versé par les entreprises concernées, afin de sécuriser l'approvisionnement en médicaments dérivés du plasma et de favoriser, Madame la rapporteure générale, un accès pérenne à des patients à ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Madame la rapporteure, votre avis? Alors, il est défavorable. Là aussi, c'est un amendement qu'on retrouve régulièrement. La contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques a vocation à s'appliquer à tous les produits. Donc, je crois qu'élargir, c'est en créer une exception, ça serait pas bon. Donc, avis défavorable. Très bien. Monsieur Dharréville. Ah, vous êtes passé de l'autre côté. Vous avez la parole. J'essaie de vous surprendre, Madame la Présidente, oui, mais oui. rassurez-vous. Non, simplement, sur cette question qui est soulevée par notre collègue Bazin des médicaments issus du sang, je pense qu'il y a une vraie question qui nous est posée. Je suis effectivement pas sûr que l'amendement qui nous est proposé soit une véritable réponse aux enjeux. Je pense même le contraire. Mais cela étant, il y a un vrai sujet, puisque nous manquons de ces médicaments. Et je pense qu'il faut nous donner une force de frappe publique, qui existe d'ailleurs pour partie avec le laboratoire de fractionnement biologique, pour faire face. Et il faut que effectivement ça puisse se faire dans le respect des normes éthiques qui sont les nôtres. Donc il y a des investissements qui ont été faits, mais je pense que pour l'instant on n'est pas tout à fait en ligne et que ça doit être un sujet de préoccupation, en tout cas pour notre commission et pour notre pays, que de s'assurer qu'on fabrique ces médicaments dont nous avons besoin et qu'on le fait dans de bonnes conditions et à des coûts réels. Voilà. Monsieur Bazin, après l'intervention de Monsieur Dharréville. Oui, j'ai écouté mon collègue Dharréville et la rapporteure générale. C'est peut-être pas la bonne solution, mais en fait, pour éclairer tous nos collègues, on a déjà une exonération de cette contribution sur un certain nombre de médicaments dérivés du sang. Et donc, en fait, c'est une question qui se pose. On a un enjeu spécifique sur ces médicaments issus. Peut-être que la réponse n'est pas exactement cet amendement, mais il serait intéressant, parce qu'on n'arrête pas de tirer sur les damas. J'ai déjà déposé cet amendement l'année dernière, on n'a pas apporté de réponse. Et pour autant, c'est vraiment une attente. Si on veut aujourd'hui avoir des médicaments dérivés du sang qui respectent notre éthique, et il y a un enjeu aussi de souveraineté sanitaire et d'éthique, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut qu'on apporte des réponses. Donc moi, je vous propose de le retirer là, pour pas que les gens votent contre ces médicaments dérivés du sang, mais qu'on puisse le retravailler ensemble, Madame la rapporteure générale. Très bien. Normalement, quand il est retiré, je ne redonne pas la parole, mais Monsieur Ruffin a demandé la parole, donc
Monsieur le député, allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Non, juste pour dire que, bon, malheureusement, les ruptures dans l'approvisionnement en médicaments, il y a ce type de médicaments-là, mais maintenant, il y a plein de médicaments qui sont concernés, des antibiotiques, ainsi de suite. Ça veut dire, et évidemment, Monsieur Bazin, vous le devinez, tout comme tout à l'heure, la réponse par la taxation sur la bière n'est pas une réponse suffisante. Il y a à se demander quels instruments publics ou privés on met en œuvre pour en finir avec ces ruptures d'approvisionnement, comment on produit à nouveau et comment on a une chaîne de production-distribution qui n'est pas rompue. Et la réponse par diminuer des taxes ou relever des taxes me paraît une réponse très, très, très partielle à ces défis, quoi. Très bien. Madame la rapporteure, non, c'est bon. Donc il est retiré, hein, de toute façon, mais c'était c'est un vrai sujet. Monsieur Guedj, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, nous revenons sur les questions relatives à l'alcool pour pointer une anomalie. Nous avons, dans l'article 8, décidé, à juste titre, d'augmenter à la hauteur de l'inflation les taxes sur le tabac pour qu'il n'y ait pas une baisse relative du prix du tabac. Or, en matière d'alcool, et c'est, je vous le dis, une anomalie du Code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l'accise sont bien prévus pour être indexés sur l'inflation, mais de manière plafonnée. C'est-à-dire qu'on est indexé sur l'inflation, mais au maximum à 1,75%. Ce qui fait que dans le contexte d'inflation que nous vivons aujourd'hui, la progression maximum des taxes d'assises, des droits d'assises sur l'alcool va être de 1,75%, quand l'inflation va être de 6-7%, peut-être plus. Et donc, la proposition qui est faite, par parallélisme avec ce que nous avons fait sur le tabac, pour éviter une baisse relative des prix de l'alcool, alors même qu'on sait qu'il y a une élasticité prix assez forte entre l'augmentation du prix et la baisse de la consommation, notamment chez les plus jeunes, de pouvoir dire que les droits d'assises sur l'alcool augmenteront comme l'inflation, comme nous l'avons fait sur l'augmentation sur le tabac, au motif impérieux et que nous partageons tous de santé publique, en l'occurrence en matière d'alcoolisme. Donc voilà, corrigeons cette disposition dont j'ai eu du mal à trouver la genèse, c'est-à-dire le plafonnement à 1,75%, c'est une ordonnance de 2021, mais je pense que ça remonte plus dans le temps, à une période où l'inflation était faible, probablement, mais là, il y a un décalage qui n'est pas entendable, et c'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on corrige cette anomalie et qu'on soit cohérent dans nos efforts de santé publique. Voilà. Madame la rapporteure, votre avis sur cette demande de correction, finalement d'anomalie? Merci. Alors même si je vous rejoins sur le fond, je trouve dans ces amendements la preuve encore plus, Madame la Présidente, qu'il faut que notre commission s'engage sur le sujet de la prévention, qu'on puisse travailler et apporter un sorte de package de prévention, notamment sur les addictions. Donc un avis défavorable à ce stade. Très bien. Monsieur Ruffin, vous avez demandé à intervenir. Bon, en tout cas, c'est une bonne question que pose mon collègue Gage sur la compréhension de pourquoi c'est bloqué à 1,75, pourquoi ça ne va pas au-delà. Maintenant, moi, j'émets les mêmes réserves. Certes, l'inflation va être de 6 à 7%, mais le relèvement des salaires cette année va être de 3 à 3,5%. Donc on acte le fait qu'il va y avoir une perte de 3% de pouvoir d'achat, et y compris de pouvoir d'achat d'alcool avec modération sur cette année. Donc, et ensuite, même en étant favorable à ce mécanisme, hein, mais se pose la question quand même du glissement, de l'imposition, par exemple de l'impôt sur le revenu ou des impôts sur les bénéfices vers des taxes sur la consommation dont on sait que ce sont les plus injustes des impôts parce que ce sont les 10% les plus pauvres qui, en proportion, les plus modestes, qui, en proportion de leur porte-monnaie, payent nettement plus que les plus aisés. Donc, je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur pourquoi c'est bloqué à 1,75, comment on débloque, mais en revanche, se dire que ça doit suivre une inflation qui est galopante, notamment sur le terrain de l'énergie, c'est venir pénaliser la consommation des ménages les plus modestes. Très bien. Monsieur Cyril Isaac-Sibé. Merci Madame la Présidente. Merci à cet amendement, dans le sens où j'avais essayé de rédiger le même et je n'étais pas parvenu où il a dû être repris par l'article 40, mais je suis assez favorable à ça, qu'on a effectivement cet effet miroir entre le tabac et l'alcool. On le fait effectivement
pour le tabac. Pour le tabac, c'est bien qu'on ait la même chose miroir pour l'alcool. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Monsieur Naillet? Monsieur Vallot, Madame Pic? Non? Personne pour le défendre? Monsieur Guedj, vous avez à nouveau la parole pour le 122. Merci Madame la Présidente. Nous sortons du sujet et sur une thématique que nous avons déjà évoquée hier soir, qui est celle de la manière de soutenir ceux des acteurs qui intègrent une prise en charge financière de mesures de prévention vertueuses en matière de diététique, de psychologie et d'activité physique adaptée. On sait bien que ces trois leviers qui ont pourtant un impact positif en matière de prévention ou d'accompagnement de situations délicates sont mal pris en charge par notre dispositif de sécurité sociale. Il n'y a pas de remboursement du sport santé, des activités physiques adaptées, les consultations diététiques sont mal remboursées et la psychologie, nonobstant les progrès qui ont pu être amorcés ces derniers temps, est encore mal remboursée. Et donc, là où des acteurs, notamment mutualistes dans le cadre des contrats d'assurance santé, intègrent ces remboursements, eh ben, il faut pouvoir être vertueux avec eux et donc les récompenser, entre guillemets, je n'aime pas de l'expression, mais en prévoyant une taxe réduite uniquement à 5% sur la fameuse taxe de solidarité additionnelle pour pouvoir inciter au développement de ces dispositifs pris en charge par les organismes complémentaires et notamment par les mutuelles, même si je continue à penser que ces mesures-là devraient être intégrées dans un panier de soins 100% sécu, parce qu'on est vraiment dans des logiques de prévention. J'espère qu'on prolongera la réflexion, notamment sur le sport sur ordonnance. On a voté une loi en 2016, mais on n'a pas le financement intégré à la sécurité sociale. Donc les médecins font des ordonnances, mais on s'en remet aux mutuelles ou aux collectivités locales qui financent des actions de sport santé. Même chose sur les consultations diététiques, alors même que les enjeux de nutrition et d'alimentation, notamment pour les personnes les plus fragiles et les personnes âgées, sont cruciaux. Voilà. Très bien, monsieur le député. Madame la rapporteure? Alors, je comprends ce que vous dites et les enjeux que vous citez, que je rejoins. Par contre, là, ce que vous faites avec cet amendement, c'est particulièrement complexifier la structuration de la taxe. Et puis, on a eu le débat déjà hier, donc j'émets un avis défavorable sur votre amendement. Très bien, je mets... Pardon, Madame Iborra. Oui, juste un mot, mais en effet, on en a parlé déjà hier, ce qui montre à quel point, en effet, on est attachés tous, évidemment, à prévenir, et qui souligne que les vieilles recettes qu'on a tous utilisées jusqu'à maintenant et qu'on ressort évidemment parce qu'il n'y en a pas d'autres, eh bien, sont obsolètes et que enfin la prévention en effet doit être une préoccupation majeure, mais qui peut pas se traduire tel que c'est traduit là si on veut être efficace. Et donc, je ne sais pas comment ça peut s'imaginer, un groupe de travail ou peu importe, mais en effet, on doit mettre au centre la prévention en cherchant d'autres recettes que celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Très bien, Monsieur Clouet. Et on essaie d'avancer, mes chers collègues. Je ne veux brider personne, mais on a encore beaucoup d'amendements. Donc, allez-y. Merci, Madame la Présidente. C'est justement dans un esprit d'avancée, évidemment, que je prends la parole en soutien de l'amendement de notre collègue, qui me semble aussi avoir une autre vertu qui consiste finalement à rapporter de l'argent, puisque les pertes très légères, même très modiques du taux réduit ainsi proposé seraient très largement compensées et même surcompensées par les économies qu'on ferait à adopter véritablement ce virage préventif. Et il me semble que non seulement c'est plus efficace pour les organismes, non seulement c'est plus utile pour les usagères et usagers, mais en plus ça rapporte au final de l'argent. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Mathieu.
Oui, Madame la Présidente. Donc notre collègue Iborra nous exhorte à trouver de nouvelles sources de financement. C'est le sens de cet amendement, qui est un amendement d'appel en instaurant une nouvelle contribution afin de financer l'autonomie, donc la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, exactement, dont les droits de population, pour rappel, sont les personnes âgées en situation de dépendance et les personnes en situation de handicap. La logique de l'amendement, c'est donc de mettre en œuvre une contribution de solidarité des actionnaires, donc à hauteur de 1% des dividendes versés. Pour rappel, l'année dernière, c'est 80 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés. Donc on voit que si, j'ai dit c'est un amendement d'appel et il est modeste par le taux proposé, mais il ne l'est pas du tout par la conséquence de l'application d'un tel taux, puisque là on aurait au bas mot à l'identique, si ça avait été fait en 2021, 800 millions d'euros à verser donc, pour l'autonomie. À titre de comparaison, parce que ça peut paraître effrayant, j'ai en tête les débats d'hier soir, les nouvelles taxes, c'est toujours effrayant. N'oublions pas que des produits d'épargne qui sont populaires dans tous les sens du terme se voient opposer des prélèvements sociaux. C'est le cas, par exemple, du compte épargne logement, dont le plafond est seulement de 15 300 € et qui est soumis à des prélèvements sociaux. Le plan d'épargne logement, plafond 61 200 €, également soumis à des prélèvements sociaux. Donc ces produits d'épargne qui sont plafonnés sont soumis à des prélèvements sociaux. Les versements de dividendes qui, eux, ne sont pas plafonnés, et on a de fameux exemples de hors limite dans tous les sens du terme en ce qui concerne les versements de dividendes, eh bien, peuvent contribuer à la solidarité nationale à travers ce nouveau financement pour l'autonomie. Très bien, monsieur le député. Madame la rapporteure ? Oui, j'ai bien compris que c'était un amendement presque d'appel. Voilà. On a eu le débat pas mal hier, donc je ne veux pas, en disant juste défavorable, dire que le débat n'est pas important. Il l'est, on l'a eu, donc on va essayer d'avancer. Et donc c'est un avis défavorable s'il n'est pas retiré. Très bien. Monsieur Clouet ? Merci, Madame la Présidente. Il me semble aussi que par cet amendement, mon collègue Frédéric Mathieu rend presque hommage à la doctrine du gouvernement, puisqu'on a bien entendu que lorsqu'on parlait des demandeuses et demandeurs d'emploi, il semblait que la réduction de leurs revenus devait les inciter à être plus actifs. Et je pense que ce que propose ici Frédéric Mathieu, c'est de réduire le revenu des actionnaires pour aussi les inciter à être plus actifs. Donc, quelque part, rendre un service à la population dans la couverture des soins et en même temps être en capacité d'inviter les actionnaires à se rendre plus utiles au pays. Donc, il me semble que c'est vraiment une proposition de bon sens. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Article 9, je mets aux voix l'article 9. Qui est pour ? L'article 9. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est... Non, on était à l'après 8, donc voilà. Non, mes chers collègues, faites confiance un petit peu à votre présidente quand même. Je sais que les nuits sont courtes, mais... Voilà, je mets aux voix donc l'article 9. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons cette fois-ci à l'amendement portant article additionnel après article 9. 6 amendements faisant l'objet de 6 sous-amendements. Et donc, je passe la parole tout de suite à Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, cet amendement est technique. Il vise à rapatrier cet article dans la partie recettes, puisqu'il traite des contributions sur le médicament. Le laisser dans la partie dépenses aurait pu avoir comme conséquence la censure de cette disposition par le Conseil constitutionnel. Je préfère donc qu'on ait un débat sur le fond de cette mesure plutôt que sur la procédure par laquelle elle est éventuellement adoptée. Très bien. On passe également au sous-amendement. Alors, le sous-amendement 1643, Monsieur Christophe. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, Madame la rapporteure nous a fait courir jusqu'à l'article 9. Donc, nous avons transposé donc, nos amendements en sous-amendements de son propre amendement. Alors, l'exposé est aussi très technique, chers collègues, puisque le principe de contribution C proposé par le gouvernement vient faire porter une contrainte importante sur les entreprises mettant à la disposition des patients français des innovations significatives. Le risque est de fragiliser un modèle économique qui nuirait à l'accès de ces thérapies aux médicaments innovants.
Le présent amendement vise à répondre à la problématique soulevée par le gouvernement quant à l'équité de la répartition donc, de la contribution M en tenant compte du profit des entreprises au regard de la croissance. À cet effet, il propose de réintroduire une part de croissance dans la répartition de la contribution M collective avec des modalités similaires aux dispositions applicables entre 2016 et 2019. Afin de préserver la prévisibilité de la contribution pour les entreprises, il est cependant proposé de répartir la majorité de la contribution, donc 70%, sur la base du chiffre d'affaires. Très bien, monsieur le député. Alors, je profite de ce premier sous-amendement pour vous dire que je vais vous proposer de retirer tous ces... Madame la rapporteure, je vais peut-être passer tous les sous-amendements et après bah, je vous comme vous donne la parole. Il vaut peut-être mieux comme ça. Non? Oui, oui. Ben oui, j'en ai. Bon, oui, je vais donner la parole à maintenant Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente. Oui, comme l'a très bien expliqué Paul Christophe, de l'article 29, on a glissé sur l'article 9 et on se retrouve en sous-amendement, mais pour autant, c'est un sujet très important puisque c'est celui qui active, et c'est pour tous les collègues, la fameuse clause de sauvegarde. En clair, c'est très simple. Depuis le 2004, on fait de la régulation de dépenses de médicaments. Il y a un objectif qui est fixé par le PLFSS et on regarde, et s'il y a un débordement, il y a un remboursement qui est fait par les entreprises, naturellement, qui délivrent les médicaments et qui les fabriquent. Alors, la difficulté, c'est que là, il y a eu un petit changement de paradigme. Et le petit changement de paradigme, il n'est pas neutre, parce que dans l'enveloppe à partir de laquelle il y a le remboursement qui a lieu, on a fait rentrer quelque chose qui n'y était pas jusqu'à présent. C'est tout ce qui dépend d'ailleurs du ministère de la Santé au travers de l'Agence nationale de santé publique. Et on a pu voir d'ailleurs que dans le cadre de la Covid, naturellement, il y a beaucoup de commandes qui avaient été faites par cette agence. Donc le périmètre n'étant pas le même, le remboursement n'est pas le même, puisque par définition, il y a un seuil qui est fixé chaque année. Donc j'attire l'attention de tous les collègues qui sont là, parce que si on suit ce chemin, ça veut dire quelque part que pour l'industrie des médicaments, dont chacun sait qu'elle est quand même un peu en difficulté, je rappelle qu'il y a plus de 2000 ruptures de stock, je rappelle que l'état de dépendance en matière de médicaments France et Europe, c'est 85% de dépendance à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et donc, ça me paraît indispensable, Madame la rapporteure générale, qu'on apporte un correctif de manière à ne pas faire de cadeau à l'industrie pharmaceutique, mais lui permettre de continuer à innover, comme l'a très bien dit Paul Christophe, et d'apporter des réponses, et ne pas être dans les ruptures qu'on a connues d'ailleurs pendant la Covid. Certains s'en souviennent très certainement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle souhaiter que l'on puisse parler de cet amendement devant nous, sachant que, au travers de ce sujet-là, c'est l'industrie des médicaments français, dont je vous rappelle le dernier mot, qu'il y avait eu un conseil stratégique sur les industries de santé qui avait eu lieu en 2021, et il avait été affirmé dans ce conseil stratégique que la France devait devenir le premier pays français de l'innovation et de fabrication des médicaments européens. Pardon. Merci de me reprendre, Olivier Falorni. Et donc, l'enjeu est de taille. Merci. Bien. Très bien, monsieur le député. Monsieur Bazin, sous-amendement. Oui, merci Madame la Présidente. En préambule, je veux quand même remercier la rapporteure générale qui a eu la courtoisie de nous prévenir de la modification d'articles, et c'est tout à son honneur pour le bon déroulé de nos travaux. Ce premier sous-amendement, parce que moi j'ai plusieurs propositions à faire, ce premier sous-amendement vise à relever le seuil de déclenchement de la contribution afin d'épargner notamment les entreprises émergentes et innovantes d'une contribution, puisque le seuil me semble trop bas. Donc je le doublerai. Très bien, monsieur le député. La parole est à monsieur Meignier. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit ici d'un amendement de clarification. En effet, dans aucun texte, ni législatif, ni réglementaire, n'est défini le calcul du montant M. Et ça porte à confusion et à question, interrogation chaque année. Aussi, sans toucher au montant M fixé pour 2023 à l'alinéa 43 de 24,6 milliards d'euros, je vous propose d'inscrire dans la loi la méthode de calcul de ce montant. Elle est tout simplement issue du rapport du rapporteur général de l'année dernière. Il se trouve que devant les interrogations multiples des industriels du médicament, j'avais interrogé la direction de la sécurité sociale qui m'avait donné sa méthode de calcul. Et il apparaît que pour aussi donner des perspectives aux industriels du médicament et à favoriser aussi leur installation sur le territoire, il est intéressant d'inscrire le montant du calcul dans la loi. Très bien, monsieur le député. À nouveau, monsieur Christophe. Oui, vous faites les deux. Enfin, dans l'ordre, il y a monsieur Bazin entre les deux. Donc, allez-y.
Non, j'ai le 1644 et 1643, Oui, si vous m'autorisez. allez-y. Donc en fait, ce sont des amendements qui viennent mettre en cohérence donc, les modalités de calcul du plafond de reversement des contributions M et C avec le périmètre de ces taxes sur la base du chiffre d'affaires des produits remboursables net des différentes remises visées. Donc le premier a un effet sur la protection des petites entreprises innovantes et le second cible la proportionnalité de cette pénalité. Parfait, monsieur le député. Monsieur Bazin, vous nous présentez les 3 suivants de sous-amendements, monsieur le député? Oui, Madame la Présidente. Alors, en fait, je m'étais trompé dans ma première présentation parce que les numéros ont changé par rapport au dépôt. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ça correspondait en fait au 1637, il me semble. En fait, alors, dans les sous-amendements, il y en a un qui propose de supprimer la super clause de sauvegarde. Il y en a un autre qui propose de supprimer tous ces stocks d'État qu'a évoqué Philippe Vigier, qui sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Et on voit bien d'ailleurs que les faire rentrer dans le mécanisme de clause de sauvegarde est de nature à compromettre l'équilibre des contrats. Il y en a un aussi qui permet de distinguer très clairement les efforts qui doivent être consentis par les différents acteurs, notamment ceux qui sont en croissance. Et puis, il y en a un qui rebouge le seuil. Donc, j'allais dire, Madame la rapporteure générale, c'est à votre bon cœur. Je pense que l'idée, c'est de corriger quand même tout ce que vous nous proposez. Très bien. Sur toutes ces propositions, après tous ces sous-amendements, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, alors je voudrais faire un petit point. Alors, cet article, il va y avoir un amendement du gouvernement en séance qui va modifier cet article. Donc, je vais vous proposer de les retirer et je vais vous donner quelques explications, mais que vous avez déjà entendu puisque le ministre de l'Industrie s'était exprimé pour dire qu'il y aurait probablement des modifications qui sont en train de s'écrire avec les acteurs et dont on n'a pas l'amendement ce soir. Mais il me semblerait intéressant qu'on puisse avoir ce débat en séance avec l'amendement que vous aurez du gouvernement qui sera déposé. C'est valable sur cette clause, sur les mesures, sur le référencement que nous verrons à un article tout à l'heure, sur les médicaments et thérapies innovantes. Alors certains vont trouver qu'on va accélérer nos débats en commission, mais honnêtement, moi je suis d'accord pour qu'on ait le débat ici, mais je pense qu'on y gagnerait à ce que ce soit fait en séance avec l'amendement gouvernemental, si vous en êtes d'accord. Très bien. Monsieur Bazin, vous avez demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure générale, merci aussi de nous transmettre en toute transparence cette information. Pour autant, j'espère que le gouvernement déposera au plus vite l'amendement de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes travailler dans de bonnes conditions par rapport à cela. Il y a quand même des problématiques qui sont posées par cet article, à la fois les entreprises innovantes et en croissance, le périmètre tel que l'a souligné Philippe Vigier, et il y a un vrai problème de périmètre, et très clairement, il faut qu'on puisse le traiter. Moi, je pense qu'il serait intéressant qu'au-delà des parties prenantes, on puisse aussi, ceux qui ont pu avoir des questionnements, être associés sur cette rédaction de manière à arriver à un équilibre beaucoup plus acceptable par rapport à ça, y compris sur les niveaux de seuil de déclenchement. Très bien. Monsieur Neuder. Je vais dans le sens de Thibault Bazin. On nous a beaucoup parlé, sans polémique aucune, de co-construction. Ben, je crois qu'on y est. Je pense qu'il y a une proposition qui n'est pas soutenable pour nos industriels, qui menace la souveraineté, qui menace beaucoup de sujets. Donc je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir qu'on puisse collaborer, puisque dans les différentes auditions que nous avons faites dans le cadre des groupes, naturellement que l'industrie a manifesté ses inquiétudes, et elle les a manifestées à plusieurs titres. Tout d'abord, des non-investissements sur nos territoires. On rappelle qu'on est quand même dans certaines régions, des régions fortement industrielles, que ça ne touche pas que les gros groupes et que ça touche également toute la sous-traitance, et ça pose quand même les questions de souveraineté, et ça en posera d'autres
d'autres, notamment sur les modalités de pouvoir acheter dans les officines et dans les hôpitaux, puisque la problématique de l'appel d'offres ne règle pas tout, bien au contraire, elle va avoir pour effet de faire interrompre certaines filières qui produisent localement au profit d'importation de médicaments, et surtout elle va encore contribuer, et ça a été l'occasion d'une question au gouvernement cet après-midi, de voir leur rupture d'approvisionnement de certains médicaments, puisque ça va contre le fait de pouvoir avoir des stocks. Très bien. Monsieur Vigier. Merci, Madame la Présidente. C'est une question vraiment très importante. Pas pour insister, non, mais je partage dans tous ces bancs, et parce qu'on a vécu des augmentations de rupture, et surtout, j'attire l'attention, mais la rapporteure générale le sait, c'est que les labos pharmaceutiques qui sont dans l'innovation ne sont pas toujours de très grande taille. Donc, moi, je propose à la rapporteure générale, puisque le gouvernement a compris qu'il y avait une erreur manifestement dans la présentation de ce PLFSS. Et quelque part, ceux qui avaient rédigé cet amendement pensaient ne pas avoir été élucidés, du moins pensaient pouvoir mettre au point ce dispositif sans que la représentation nationale le voie. Moi, je pèse mes mots parce que c'est tellement important qu'il serait bien, s'il y a un amendement gouvernemental, qu'on puisse en disposer avant. Sinon, nous sommes prêts à retirer l'amendement tout de suite, Madame la rapporteure générale. En revanche, si nous n'en disposons pas avant la date limite de dépôt, eh bien, nous serons conduits à le redéposer pour la séance. Je crois que c'est un acte de responsabilité partagé. On peut toujours se tromper, l'important est de corriger, mais surtout qu'il faut qu'on fasse ça dans la confiance. Et la confiance, ça passe par cette information. Très bien. Donc, Monsieur Meignier et Monsieur Christophe. Oui, on est quand même sur un sujet qui n'est pas anodin. Vous connaissez notre combat depuis plusieurs années sur l'accès aux médicaments innovants. Monsieur Bazin, ne me perturbez pas, s'il vous plaît. Et là, aujourd'hui, on veut témoigner d'une vraie inquiétude sur le sujet. Madame la rapporteure, on entend votre intention louable de nous éclairer au plus près donc, des discussions qui sont en cours, mais elles sont en cours sans nous. Et aujourd'hui, on a quand même... on n'est pas étroitement associés au débat. Hein. Donc, en ce sens, on a quand même besoin d'être éclairé et rassuré de manière assez précise. Alors, j'avoue que je suis très hésitant à l'idée de les retirer, dans la mesure où on a vraiment la volonté de cranter les choses. Je pense qu'aujourd'hui, vous le ressentez, il y a une vraie crispation de notre côté. Donc, je vais me ranger à la grande sagesse de M. Vigier en les retirant, mais soyez assurés qu'on va les redéposer en séance. À défaut, on ne voudrait pas avoir un amendement du gouvernement en pleine soirée, quoi. Hein. C'est aussi ça le message qu'on vous charge de passer. Elle va on vous fait répondre, confiance Madame pour le la faire. rapporteure. Elle va vous répondre. Sur le message est entendu. Alors, je me ferai le relais, Madame la Présidente. Voilà, on s'engage à faire le relais. Il y a des engagements quand même du ministre de l'Industrie, public. C'est pas... voilà, ça a été dit. Les acteurs sont actuellement en cours de discussion parce que l'objectif, par exemple, sur les thérapies innovantes, l'objectif est partagé de ce texte avec les acteurs, sauf que l'écriture n'était pas la plus efficiente. Donc, c'est cette écriture qui est en train d'être écrite, par exemple. Donc, on sait que l'objectif est partagé. Il va y avoir une possibilité d'aboutir à des amendements, certains plus vite que d'autres, mais avant, de toute façon, et on se fera le relais, que ce soit avant le dépôt des amendements. J'ai bien entendu ce que M. Vigier a redit. Très bien. Monsieur Meignier. Merci, Madame la Présidente. Bon, écoutez, je vais suivre cet élan collectif de retrait de sous-amendements, mais en réalité, je le regrette, parce que je pense que d'abord, on aurait pu avoir ce débat en commission, comme on l'a tous les ans, et puis c'est un sujet qui est particulièrement technique et sur lequel, parfois, le gouvernement peut nous emmener assez facilement, étant donné que les infos sont un petit peu difficiles à avoir, et puis les enjeux parfois durs à appréhender. Et je crois qu'un vote de la Commission sur le sujet, pour définir une position avec tous ces sous-amendements, aurait donné du poids à la Commission et à sa rapporteure générale dans la discussion avec le gouvernement. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le député, nous aurons une discussion. Ne vous inquiétez pas. Bon, je salue donc les retraits de ces amendements. On est d'accord? Vous nous faites confiance? Non. Je vais retirer, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Oui, bien sûr, vous avez raison. En tout cas, voilà, nous allons effectivement interpeller le gouvernement là-dessus. Donc, je mets aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour. Levez la main, s'il vous plaît.
Qui est contre l'amendement de Madame la rapporteure? Il est adopté. Et donc, tous les sous-amendements sont retirés. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ah oui, voilà. Nous avons Madame Fiat. Madame Fiat, le 1564, qui le défend? Monsieur Ruffin, vous le défendez? Ouais, mais... Non? Donc c'est un amendement qui simplement concerne le crédit impôt recherche. Donc il y a la nécessité absolue de contrôler ce qu'est ce crédit d'impôt, puisqu'on sait qu'à la fois c'est très massivement utilisé par les banques et les organismes d'affaires qui prétendent faire de la recherche en recrutant des ingénieurs en la matière ou même des comptables et ainsi de suite. Mais là, plus spécifiquement, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, où il y a évidemment un usage de ce crédit impôt recherche, d'abord pour des domaines qui n'ont parfois rien à voir avec la recherche, mais ensuite on ne peut pas accepter qu'il y ait à la fois des crédits impôt recherche qui soient versés à des entreprises qui, comme Sanofi, c'est un nom que vous allez entendre régulièrement dans nos bouches, mais viennent supprimer des emplois quasiment tous les ans et être dans une stratégie de suppression d'emplois, et en particulier de centres de recherche sur le territoire français, et que dans le même temps où on supprime 3 centres de recherche sur le territoire français, on ait du crédit impôt recherche qui soit versé. Très bien, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur cet amendement? Alors, c'est un avis défavorable. Je vais redire, comme le rapporteur précédent, cher Thomas Mesnier, l'année dernière, votre amendement, il modifie rétroactivement le montant de la clause de 2019. Donc, c'est un avis forcément défavorable. Très bien. Je mets aux voix Monsieur Clouet? Oui, je voudrais quand même revenir et insister sur le bien fondé des propos de François Ruffin juste avant, puisque ce qui est en jeu, je pense, pour nous ici, c'est à la fois la question de la sécurité sociale, même plus généralement la question des politiques de recherche dans le pays. Est-ce qu'on accepte d'avoir des modes de financement de la recherche qui génèrent des effets d'aubaine avec des grands groupes qui ne mènent plus de politique vraiment de recherche et encore moins industrielle, mais plutôt des politiques de rachat et de vente d'actifs et de brevets, ce qui me semble ne pas constituer une politique d'avenir. Des groupes qui, on peut penser ici au cas de Sanofi, n'arrivent pas à développer un vaccin, mais, et d'ailleurs c'est la raison, ont licencié 3000 personnes, plutôt ont supprimé, c'est pas un licenciement, ont supprimé 3000 postes dans les centres de recherche les dernières années. Bref, autant de grands groupes qui sont largement bénéficiaires du crédit impôt recherche, qui n'utilisent pas à des fins de recherche, puisqu'ils démantèlent leur propre capacité en la matière. Mais en revanche, ce crédit impôt recherche coûte extrêmement cher au secteur public, puisqu'on assiste à la fois à la paupérisation des services privés et publics de recherche et développement, les uns par un manque de financement public, les autres par des dépenses qui ne sont absolument pas fléchées. Très bien, monsieur le député. Donc Oui. Merci Madame la Présidente. Juste pour appuyer, si vraiment le problème tient en le fait que la date de l'année 2019 soit mentionnée au texte, s'il y a vraiment que ça, on est prêt évidemment à retravailler l'amendement pour en préciser une date actuelle. Très bien. Sur ce, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. 2 amendements identiques. Monsieur Christophe, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, à l'occasion du Conseil stratégique des industries de santé 2021, le secteur des produits de santé a été réaffirmé comme essentiel et stratégique. Cela a d'ailleurs justifié le lancement du plan Innovation Santé 2030 avec l'ambition de faire de la France un leader européen en sciences du vivant à cet horizon. Donc, je vous propose un amendement rapport qui vise finalement à mieux comprendre les mécanismes régulatoires qui s'appliquent aux dépenses remboursées de médicaments, d'en mesurer l'ampleur et d'en vérifier la compatibilité avec les objectifs affichés en ce domaine. Et on comprend qu'au regard des discussions que nous venons d'avoir, il serait intéressant de pouvoir en bénéficier avant le prochain PLFSS 2024. Bien, monsieur le député. Monsieur Bazin, pour un amendement identique. Mêmes arguments, même défense. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Merci. Sur ces 2 amendements, alors je vais vous demander de les retirer au profit de mon amendement qui vient juste après. On écoute Madame la rapporteure.
qui prend, parce qu'effectivement, on est face à un moment où on voit bien que la clause de sauvegarde arrive à bout de souffle et ne correspond plus à cette mesure qui devait être une mesure d'exception dans le sens de la régulation, mais qui devient presque un impôt supplémentaire. Donc il y a un rapport à voir, mais ce que je propose, dans le rapport que je propose, c'est qu'il y ait un comité indépendant qui puisse permettre d'avoir un débat, même allant débat de société, de savoir comment on finance les médicaments et comment on régule le prix du médicament. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de le retirer. Messieurs les députés, monsieur Christophe, puis monsieur Bazin. Oui, on va se ranger derrière le vôtre, Madame la rapporteure générale, Quelle sagesse. qui offre des perspectives qui vont nous satisfaire, puisqu'il s'agira de nous éclairer avant la prochaine loi de finances. Très bien. Monsieur Bazin, vous êtes aussi sage? Ce n'est pas une question de sagesse, c'est une question de pertinence. On voit bien que sur la question de la clause de sauvegarde, et les propos du rapporteur général précédent étaient intéressants, parce qu'il dit c'est très technique, et parfois on a du mal à tirer, j'allais dire, les externalités positives et négatives des différentes modalités. Vous proposez, parce que c'est un peu compliqué, ça aurait été intéressant de l'avoir en discussion commune, finalement, votre amendement, plutôt qu'après. Alors, je pense que c'est pas possible dans les après-articles, mais voilà. Mais comme on est sur un amendement qui n'est pas exactement le même, votre demande de rapport, en fait, elle est après un comité indépendant, c'est une injonction extérieure. Moi j'ai besoin que... C'est quand même le gouvernement qui a la manette sur un certain nombre d'éléments. Je pense qu'ils ne sont pas contradictoires, mais plutôt complémentaires. Vous pouvez très bien avoir votre travail avec votre comité d'experts, et je pense que c'est important que le gouvernement, de son côté, nous remette clairement un rapport précisant les mécanismes régulatoires qui s'appliquent. Ça éclairerait la représentation nationale. Donc moi, je vous propose, et ce n'est pas un manque de sagesse, Madame la Présidente, c'est plutôt avec une profonde conscience que je maintiens mon amendement. Très bien, au moins c'est clair. Monsieur Vigier. Oui, Madame la Présidente. Mais vous savez, lorsqu'il y a une stratégie telle que celle qui a été lancée pour 2030, moi j'aime bien la vérification des objectifs au dernier kilomètre. Vous savez, le document, je l'ai sous les yeux, il prévoit quoi? 7 milliards d'euros d'ici 2030. 3 ministres qui l'ont signé. Donc il est bien que les députés, la représentation nationale, puissent suivre l'évolution de ce qui a été annoncé. On ne peut pas d'un côté regretter le fait que l'industrie pharmaceutique ait perdu des parts de marché considérables. Mais oui, mais pardonnez-moi, mais Madame la rapporteure générale, laissons le travail se faire, laissons justement ce rapport arriver, et on verra si 2 ans après, eh bien déjà, le tableau de marche, il est respecté ou s'il n'est pas respecté. Et on est toujours en train de déplorer le fait que ces tableaux ne sont pas respectés. Je crois que c'est au contraire un élément d'appréciation indispensable, et il n'est pas inutile que les parlementaires puissent en disposer. Très bien. Monsieur Neuder. J'irai un peu dans le même sens. En fait, on nous demande quand même beaucoup ce soir finalement de faire confiance sans vision à long terme. Moi, je crois que surtout, ça conforte quand même quelque chose que nous avons dénoncé dès le début de l'examen de ce PLFSS, c'est que finalement, il a été écrit quand même dans une logique purement financière qui n'est pas réalisable au vu du taux d'inflation, et on l'entend pas par le biais des députés d'opposition, mais par le biais finalement du monde économique qui dit que ce n'est pas réalisable au vu des contraintes. Donc c'est quelque part un désaveu qui montre bien que ce PLFSS n'était pas sincère. Et par ailleurs, la co-construction, on l'attend toujours, parce que vu le nombre d'amendements qui ont été jugés recevables, plus ceux qui ont été acceptés en commission, je pense qu'il y a des marges de progression également, Madame le rapporteur. Très bien. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Deux mots aussi pour abonder dans le sens de l'amendement présenté et maintenu par Monsieur Bazin, qui a pour lui les qualités de la rédaction, de la concision par rapport à celui avec lequel on veut le remplacer, et qui est aussi plus large parce qu'il ne cadre pas la question de la régulation vis-à-vis de politiques publiques déjà prédéfinies. Et donc tout ça plaide, me semble-t-il, pour son adoption préférentielle. Très bien. Madame la rapporteure. Donc, je demandais un avis. Je donne l'avis. Je oui, voudrais répondre parce que voilà, vous répondez. Mon vous amendement présentez votre que je vais vous présenter après fait la même chose que vous, mais va plus loin, tout en rapportant au Parlement et qui, voilà. Mais après,
regardez-le. Je voudrais quand même dire que je rajoute l'indépendance du comité sur le médicament à notre collègue qui vient d'échanger avec nous. Mais donc ça me paraissait plus intéressant, mon amendement, que celui de M. Bazin, pour ce principe d'indépendance qui me semble important quand on parle d'industrie pharmaceutique. Donc voilà, donc c'est plutôt un avis de retrait et un avis favorable sur mon amendement qui en fait englobe ce que vous demandez mais qui demande plus de choses, c'est-à-dire réfléchir aussi à comment on finance le médicament demain dans notre pays. Très bien. Vous les maintenez donc. Écoutez, je mets aux voix donc l'amendement de Monsieur Christophe. Vous le maintenez, Monsieur Christophe, donc je le mets aux voix. Bon, alors vous le maintenez? Très bien, donc je mets aux voix donc ces deux amendements identiques, celui de Monsieur Christophe et celui de Monsieur Bazin, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour. Voilà. Qui est contre? Ça se compte. Bon. Qui compte? Vous comptez, s'il vous plaît. Alors, donc déjà, je reviens alors sur les pour. Ouais. Qui est... C'est bon? Il y a un monde merveilleux. Qui est contre? Ouais, voilà. Ils sont adoptés. Donc il tombe, donc celui de Madame la rapporteure tombe. Donc je mets aux voix l'amendement cette fois-ci de Madame la rapporteure qui est pour. Très bien. Non, mais c'est bien. Ah bah Monsieur Bazin, vraiment, il vote pour les deux. Donc lui, voilà. Ouais, voilà, là, c'est plus facile. Très bien, on vote les deux. Ok. Qui est contre? Celui de Madame la rapporteure est adopté également. Il va devoir mouliner tout ça. Alors, article 10, deux amendements de suppression de l'article 10. Monsieur Neuder, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame le rapporteur général, cet amendement est porté par le groupe des Républicains qui prévoit donc la suppression de l'article 10. Celui-ci transfère la prise en charge des indemnités journalières maternité postnatale de la branche maladie à la branche famille et ça représente un coût de 2 milliards d'euros. Cette méthode est un moyen budgétaire pour améliorer le déficit de la branche maladie, fortement déficitaire. Le gouvernement ne s'en cache pas. Cependant, nous nous y opposons fortement car la politique famille n'est pas, entre guillemets, la variable d'ajustement de ce PLFSS. Elle est globalement maltraitée depuis plus de 10 ans et la branche famille, bien qu'elle soit en bonne santé, doit être sanctuarisée. On assiste à une baisse du nombre d'enfants nés par an important. On a des politiques familiales à valoriser. On a une extension de la garde du jeune enfant qui peut être portée jusqu'à l'âge de 12 ans, notamment pour les familles monoparentales, mais pas que. Pour les familles également qui ont un enfant avec un handicap, sur les familles qui ont le RSA, et puis sur l'ensemble des familles qui sont aussi en grande difficulté pour la garde des enfants. Donc, au vu de ce principe-là, pour défendre le principe de la politique familiale, nous nous opposons à cet article 10. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Clouet, Monsieur Clouet. Madame la Présidente. Monsieur Rattenon, vous avez la parole, Monsieur le Oui, député. merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, des économies sur le dos des plus défavorisés, des plus pauvres, sont les marqueurs de la politique de ce gouvernement et de la Macronie en général. Des économies sur le dos des chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage, des économies sur le dos des familles avec la baisse des APL de l'ordre en cumulé de 9 milliards d'euros durant le quinquennat précédent. Ça s'est traduit par un excédent de la Caisse nationale des allocations familiales de 3 milliards d'euros en 2021. Cet article 10 prévoit un remboursement de 1,5 milliard d'euros de la SNAF à la SNAM, résultant d'une part des congés maternité pris en charge par cette dernière. Même si nous sommes favorables au principe de la péréquation entre les branches de la sécurité sociale, ce transfert est inacceptable
indécent. Il reviendrait à la destruction des droits de leurs assurés sociaux et bénéficiaires. C'est pourquoi nous proposons la suppression des 1 et 2 de cet article et soulignons l'urgence de revaloriser les prestations de la branche famille. Très bien, Madame la rapporteure. Pardon, oui, tout le monde s'est pris. Oui, Madame la rapporteure, votre avis. Je vous donne le micro. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'abord de... Je vais essayer de répondre à vos deux amendements. Il s'agit d'abord de s'assurer que le financement des prestations de la sécurité sociale est un rapport avec l'objectif des branches qui les financent. Quand on transfère les IJ de la branche famille à la branche assurance maladie, c'est en post-maternité, c'est-à-dire qu'une fois le bébé arrivé. La femme, elle a un sujet santé, mais elle a un sujet accueil de l'enfant. Donc c'est assez cohérent que la branche famille supporte ce poids de l'accueil de l'enfant. Donc pour moi, c'est effectivement une péréquation entre les branches, mais c'est aussi une cohérence de dépenses de la branche, je dirais. L'accueil d'un enfant, comme pour le congé paternité, qui est 100% payé par la branche famille, on ne se pose pas la question. Donc voilà, donc les IJ post-maternité, c'est assez cohérent qu'elles soient en partie prises par la branche famille, ce qui explique ce transfert. Vous dites c'est un choix de politique de la famille, mais nous avons fait beaucoup pour les choix de famille. Je rappelle le doublement du congé paternité, l'augmentation doublée du montant de l'allocation de soutien familial, le service public de la petite enfance que nous allons, dont les premiers pas arrivent dans ce PLFSS, le changement du libre choix de mode de garde, la perception des IJ dont on discutera plus tard, simplifiées, qui seront versées par les entreprises et qui sont aussi un choix de politique de la famille. Donc voilà, donc nous avons une politique de famille dont nous sommes fiers, que nous portons, avec 1,5 milliard d'euros supplémentaires dans ce PLFSS. Donc je crois avoir répondu à ces deux amendements, et donc c'est un avis défavorable sur les deux. Très bien. Monsieur Christophe, vous avez demandé la parole. Oui, un petit élément de précision par rapport à ce que vient de dire Madame, très justement, la rapporteure générale. En fait, c'est un peu comme la question de la sous-déclaration de la branche AT-MP dont nous parlera plus tard notre collègue Thibault Bazin. Enfin, aujourd'hui, il s'agit de rattacher comptablement, finalement, une dépense à la branche qui est concernée. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je vais vous dire simplement un avis d'un syndicat proposé au conseil d'administration de l'URSSAF lors de l'examen de ce PLFSS, où il nous dit textuellement que le transfert de la part du congé maternité postnatal de la branche maladie vers la branche famille pour un montant de 2 milliards d'euros est comptable justement. Donc en soi, il s'agit d'une question de sincérité budgétaire et donc de rattacher une dépense qui relève de la branche famille à la branche famille et non pas de faire une économie sur d'autres qui que ce soit. Très bien. Madame Amiot. Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour répondre à Madame la rapporteure, si effectivement être enceinte n'est pas une maladie, pour autant accoucher ne permet pas de revenir au travail immédiatement. Ce congé maternité, je pense que pour toutes les femmes qui ont accouché sur cette terre, il est aussi un moment de retrouvailles de sa santé, de retrouvailles de son corps. Et là, il ne s'agit pas de la famille, il s'agit de soi. Et je veux pour preuve l'intégralité des soins postpartum et notamment des soins mentaux, des soins physiques, de la rééducation nécessaire après un postpartum. On ne peut pas attribuer le soin postpartum à la branche famille. On parle bien de soins. Et là, vraiment, je me porte en opposition complète avec votre argument. Il ne s'agit pas, ce temps-là, ne s'agit pas que de l'accueil d'un enfant. Certes, ces messieurs n'accouchent pas, donc oui, le congé paternité est un moment d'accueil et simplement d'accueil de l'enfant. Pour autant, pour une mère qui vient d'accoucher, non, le congé maternité n'est pas seulement un temps d'accueil de l'enfant. Il est aussi un temps de réparation du corps et de reprise en main du corps et de l'esprit. Très bien. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure générale, nous avons un désaccord profond, notre famille politique, avec ce que vous menez sur la politique familiale. C'est un des points de désaccord profond, puisque année après année,
des rabots budgétaires sont opérés dans la continuité du quinquennat de François Hollande sur le quotient familial, sur la page. Et d'une certaine manière, ces rabots budgétaires successifs font progressivement de la politique familiale en fait une politique sociale. On n'a plus de politique nataliste et la natalité baisse depuis plusieurs années. Vous avez dit en introduction qu'on était là pour répondre aux objectifs des branches. On avait une ambition en France, issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui était quand même un des atouts. On avait l'énergie nucléaire et la natalité. Bon, l'énergie nucléaire, on voit bien que depuis 10 ans, ça a été compliqué. Et la natalité, ces dernières années, ça a été compliqué aussi, même si certains ici ont donné leur part. On a à nouveau un tour de passe-passe budgétaire. Que nous dit l'avis de la CNAF? Très clairement, il est vivement déploré le choix opéré de transférer à la branche famille de la sécurité sociale des charges reposant actuellement sur la branche maladie. Alors bien sûr, à chaque fois, on trouve des arguments. On peut entrer sur le principe, mais en fait, c'est la question de principe qui est posée. Parce que si on a des ambitions fortes pour la branche et qu'à chaque fois qu'il y a des excédents, on les transfère, on arrivera toujours à trouver les raisons pour pouvoir le faire. Or aujourd'hui, si vous avez des ambitions sur la branche famille, ne la déshabillez pas. Et je crois que ce transfert n'est pas opportun. Alors, moi, en fait, j'ai déposé des amendements qui sont juste après, qui, en fait, sont sur les alinéas qui concernent le transfert. Parce qu'on est sur un tableau, etc. Mais je vous propose, Madame la rapporteure générale, qu'on ait un débat en séance et qu'on corrige le tir d'ores et déjà en supprimant ce transfert. Comme ça obligerait le gouvernement, d'ici lundi, de revoir sa copie et de donner les moyens pour répondre aux ambitions qui sont affichées. Sinon, il y a un leurre budgétaire. Très bien. Monsieur Guedj? Oui, Madame la Présidente. C'est un amendement qui, en apparence, organise de la tuyauterie à l'intérieur du PLFSS, mais qui porte intrinsèquement des questions qui nous intéressent au plus haut point. Parce qu'il y a un excédent de la branche famille, vous opérez ce transfert. Vous ne l'auriez jamais envisagé s'il n'y avait pas cet excédent. Nous sommes d'accord. Et donc la question qui doit se poser, c'est pourquoi y a-t-il cet excédent? Possiblement parce que une partie des besoins et des dépenses de la branche famille ne sont pas ajustés au regard des ressources qui lui sont affectées. Et donc, nous préférerions, c'est très bien que des branches soient en excédent, mais que vous transformiez cet excédent-là, qui a une partie conjoncturelle et une partie structurelle, en une modification du fléchage de l'organisation, ça pose question. La deuxième objection, et donc, pardon, je termine mon raisonnement, je vous prends juste un exemple. Si la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales n'avait pas été, comme ça a été décidé, de 4% dans la loi pouvoir d'achat, mais au niveau de l'inflation, vous n'auriez pas, à terme, le même niveau d'excédent sur la branche famille. Si vous décidiez cas d'école, personnellement je le défends, de verser des allocations familiales dès le premier enfant, vous n'auriez pas de la même manière cet excédent. Et donc, la survenance d'un excédent doit questionner les évolutions qu'on veut apporter à cette politique familiale par elle-même et pas opérer ce transfert. Et dernier élément, mais ma collègue Amiou l'a déployé, il y a aussi une erreur d'analyse première. C'est que, parce qu'on pourrait comme ça en apparence considérer que le transfert des IJ postnatales, c'est plus de la maladie, c'est de la convalescence qui fait suite à l'accouchement. Et que par conséquent, ça a aussi du sens. L'assurance maladie finance de la prévention, finance de la réparation et peut aussi financer de la convalescence. Et c'est la raison pour laquelle moi je soutiendrai ces deux amendements. Voilà. Très bien. Alors, essayez d'être concis dans vos interventions. Je rappelle simplement en commission finance, c'est un pour, un contre. Moi, je laisse le débat se dérouler à condition d'être très synthétique. Sinon, on est là encore la semaine prochaine. En fait, non, mais bon, voilà. Monsieur Neuder et ensuite Monsieur Vigier. Et ensuite, Madame la rapporteure, et on passe au vote. Terminé. Allez-y, Monsieur Neuder. Effectivement que cet article 10, quelque part, cette tuyauterie budgétaire, parce que c'est bien de ça dont finalement il s'agit, nous permet finalement de parler de la politique famille. Parce que finalement, si on veut parler de la politique famille, tous nos amendements qui sont allés dans ce sens-là, au titre de l'article 40, n'ont pas été examinés. Quand j'entends, Madame la rapporteure générale, que vous dites que vous êtes très fière de votre politique famille, l'UNAF n'a quand même pas le même point de vue
que vous. Donc, et les propositions que vous allez faire, et on va les voir dans les articles qui vont arriver, c'est essentiellement de faire payer ou faire une avance de trésorerie aux entreprises des principes de subrogation sur lesquels, globalement, ce n'est pas vraiment un bouclier pour aider nos entreprises. Si vous voulez vraiment avoir une politique volontariste sur la famille, remettez l'universalité des allocations familiales et je crois que nous serons tous d'accord. Très bien. Monsieur Vigier, et ensuite Madame la rapporteure, et ensuite on passe au vote. Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente. Très, très rapidement, oui. Chacun a parlé de cette tuyauterie sur la première partie de la démonstration du Rome-Gay. Je pouvais souscrire, mais sur la deuxième partie, je ne peux pas souscrire. Ça ne va pas le surprendre. Parce que moi, j'ai assisté aux années de démantèlement de la politique familiale de 2012 à 2017, il le sait. Et ce démantèlement, il a conduit aussi à ces excédents. Alors après, on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas plus d'allocations familiales dès le premier enfant. On peut regretter tout ça. Ces débats, on les a eus ici. Mais franchement, rien de nouveau sous le soleil dans ce que vous apportez là comme argument. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je soutiendrai la rapporteure générale. Très bien, Madame la rapporteure, et on passe au vote. Oui, merci, Monsieur Vigier, de votre intervention. Pour illustrer votre intervention, quelques chiffres que je laisse à votre sagacité. 2007-2010, plus 1,4 milliard d'euros sur la politique familiale. 2014-2017, moins 9 milliards. 2019-2023, plus 6 milliards. Donc je reste défavorable, je reste assez fière de la politique familiale que l'on met en place. Merci bien. Sur ce, tout est dit avec les chiffres. Alors, du coup, je mets aux voix ces deux amendements. Alors, l'amendement 1344 et 1507, qui ont reçu un avis, bien sûr, défavorable, qui est pour... Non, amendement de suppression. Voilà, oui. Qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés. Monsieur Bazin, vous avez la parole. C'est pour supprimer la ponction de 2 milliards d'euros. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis? Défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement de Madame la rapporteure, vous avez la parole. Ah, il y en a un. Oui, mais il n'est pas... Moi, je les prends dans l'ordre. Ah ben bon, il n'est pas dans l'ordre qui m'est présenté. 35 avant, il est? C'est pas grave, pour vous faciliter les choses, défendu. Défendu. Très bien. Madame la rapporteure? Défavorable, pardon. Très bien. Je mets aux voix cet amendement de Monsieur Bazin, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Et bien sûr, moi je l'avais dans cet ordre-là, mais Madame la rapporteure, Monsieur Bazin... Oui, non, non. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Ah, il n'a pas été déposé? Non. Ah, d'accord. Bon. Donc je mets aux voix... Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Bazin qui a reçu un avis défavorable, qui est pour. Non, ça y est, on l'a déjà fait. Et enfin, je mets aux voix l'article 10 qui est pour, qui est contre. L'article 10 est adopté. Article 11, on tente? Non? Bon, alors, on arrête et on se retrouve à 21h30, mes chers collègues. En attendant, bon appétit.